qui parfois va concerner la pollution, parfois vont concerner la biodiversité. C'est vraiment très, très large. Et du coup, nous, on travaille avec une multitude de partenaires conseils, parce que évidemment nous on a le logiciel, et je vous le montrerai un petit peu demain, mais il faut accompagner les clients pour cette démarche qui est quand même assez intense. Et donc la typologie des acteurs conseils avec qui on travaille, elle répond vraiment à chaque fois aux différentes phases de la CSRD. Donc nous on a des partenaires qui vont être très conseils en stratégie RSE, sur la première phase qui est l'analyse de double matérialité. Ensuite, une fois qu'on entre dans la partie collecte de données, on va avoir des partenaires qui parfois viennent comme nous du monde du reporting financier. Donc on travaille avec des cabinets d'audit parce que voilà, ils ont cette expertise. Et on travaille aussi avec des cabinets qui vont être beaucoup plus spécialisés. Alors je sais pas combien on en a dans la base, mais on a beaucoup de cabinets partenaires qui sont des cabinets entre, on va dire, 4 et 15 personnes, mais qui ont vraiment une spécificité très pointue. Je peux vous citer par exemple le cabinet Rongui, qui est vraiment expert en carbone pour l'industrie de la chimie. Vous voyez, donc, et en fait, la CSRD, c'est tellement vaste qu'en général, que ce soit au niveau des clients ou nous, au niveau des prestataires, on forme une espèce d'équipe. Et en fait, les compétences et les expertises des uns et des autres vont se conjuguer pour réussir à répondre à tout l'enjeu. Donc voilà, je trouvais que cette question était intéressante parce qu'elle montre que on n'est pas en train de se parler de juste un petit projet qui va durer 2 mois, c'est vraiment un processus qu'on va mettre en place dans l'entreprise. Et donc, voilà, il y a besoin de casquettes très différentes. Voilà, donc c'était pour répondre à cette question. Je vous propose donc d'attaquer sur la séance d'aujourd'hui, donc toujours les mêmes règles du jeu, mais vraiment, n'hésitez pas à réagir dans le chat et Anne-Laure pourra m'interrompre voilà, s'il y a des besoins de clarification. Donc, je reprends un petit peu le passé, hein. On a fait l'intro à la CSRD, on s'est parlé des grandes étapes de mise en œuvre. Hier, c'était un peu difficile, on était vraiment dans la structure un peu technique des ESRS et aujourd'hui, je vous rassure, ça va être beaucoup plus sympa. On passe sur l'analyse de double matérialité. Ça, c'est super important que vous la connaissiez très bien parce qu'en fait, on commence par ça. Et j'ai envie de dire, si vous avez compris ce processus-là, après le reste découle très naturellement. Donc, en fait, vous voyez, la double matérialité, on va la faire aujourd'hui et demain. Et en fait, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on va passer la théorie. Mais je vous rassure, c'est une théorie qui est beaucoup plus digeste que celle d'hier. Et demain, on se fait un peu une mise en pratique où demain, moi, je vous partagerai le logiciel et vous verrez que dans le logiciel, on a vraiment fait en sorte que tout ça soit très fluide. Donc c'est parti pour aujourd'hui la session de théorie sur ce fameux concept de double matérialité. Donc vous vous souvenez hier, hein, je vous avais quand même déjà donné cette première définition qui est de dire matérialité d'impact, si vous regardez le petit schéma, c'est le inside out, donc c'est l'impact de mon entreprise sur l'extérieur. Quand on dit l'extérieur, ça va être l'environnement, certes, mais aussi le social. Et la matérialité financière, le outside-in, donc qu'est-ce que les évolutions de l'extérieur peuvent avoir comme impact sur mon entreprise. Donc cette fois-ci, c'est des risques et des opportunités. Objectif de ce processus d'un point de vue assez détaillé. L'EFRAG a vraiment précisé quels étaient les objectifs de ce processus. Donc déjà, définir quels sont alors, critères, on devrait plutôt dire les enjeux matériels. Donc voilà, quels sont les sujets qui sont importants, on va dire, pour l'entreprise. Et le point numéro 2, il est super important et vous allez voir aujourd'hui dans le processus que ça se matérialise. L'objectif de ce processus de double matérialité, c'est aussi d'engager l'ensemble des parties prenantes. Donc, vous vous souvenez, la CSRD, une de ses spécificités, c'est qu'on ne va pas se concentrer que sur l'entreprise, on va vraiment prendre toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et en fait, ça permet vraiment de créer une forme de solidarité avec sa chaîne de valeur et pas de dire
Voilà, bon, alors je prends un exemple un peu cliché, désolé, mais je fais des tuyaux pour transporter du pétrole, je ne suis pas concernée parce que c'est pas moi qui fais le pétrole. Bah, en fait, voilà, là, on dit si vous êtes dans une chaîne de valeur qui est une industrie extractive de pétrole, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais en tout cas, vous êtes concerné par tous les impacts que va avoir cette industrie sur l'extérieur et vous devez vous inquiéter parce que si vous produisez des tuyaux qui transportent du pétrole, si la réglementation internationale un jour aboutit à l'arrêt de l'extraction du pétrole, bah, vous savez que ça représente un risque très important pour votre entreprise en termes de risque financier et donc vous avez intérêt à peut-être vous diversifier. Donc vraiment, voilà, l'engagement des parties prenantes et vous allez voir ensuite dans le processus, je vais vous expliquer comment on fait. IRO. Ça y est, c'est l'acronyme du jour. On commence. IRO, c'est pour impact, risque et opportunité. Ça, vous pouvez garder IRO en tête parce que vous allez beaucoup en entendre parler si vous travaillez sur la CSRD. Et en fait, on va venir les noter, ces IRO. Et la CSRD a vraiment bien défini quels sont les critères de notation. Donc, je vous les présenterai juste après. Et le dernier point, toujours, toujours, toujours s'assurer de la traçabilité et auditabilité du process. Parce que vous vous rendez compte que c'est quand même au moment où on fait l'analyse de double matérialité qu'on définit quel est le scope de reporting. C'est le moment où on va se dire est-ce qu'on va faire du reporting sur 400 indicateurs ou sur 600. Donc évidemment que l'auditeur, il va vouloir comprendre comment vous avez fait votre analyse de double matérialité et il va falloir justifier pourquoi est-ce que vous êtes à 400 et pas à 600. Donc, ayez bien en tête que l'auditabilité, ça n'est pas que sur la façon dont vous avez construit vos indicateurs, ça viendra plus tard, mais c'est aussi sur la façon dont vous avez mené votre analyse de double matérialité. Voilà, les critères qui ont été fixés par les ESRS, ils sont assez, vous allez voir, c'est assez significatif. En fait, la double matérialité, elle vient illustrer tout ce que je vous ai raconté depuis le début de la semaine. Donc, le premier point, c'est les ESRS ont littéralement écrit qu'il doit y avoir un équilibre entre matérialité financière et matérialité d'impact. Donc, vous voyez, entre le inside out et le outside in, il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre. On a vraiment un niveau d'égalité entre les deux. Ça, cette phrase-là, elle peut paraître anecdotique quand on le dit comme ça, mais en réalité, c'est l'illustration du fait que la CSRD est en train de mettre au même niveau les enjeux financiers et extra-financiers. Donc c'est un point qui, dans la mise en œuvre, est majeur. Point numéro 2, très important, les ESRS ont verbalisé le fait que l'entreprise, quand elle mène cette action, doit avoir une vision court et moyen et long terme. Et je dis bien et. Vous allez voir dans la façon dont on mène l'analyse, on ne va pas noter un impact de la même manière en fonction de s'il est à court terme ou à long terme. Donc vous pouvez très bien avoir un impact où on dit à court terme, il n'est pas très important. En revanche, à long terme, oui, on considère. Donc si je reprends mon histoire du tuyau avec le pétrole, peut-être qu'à court terme, on sait qu'on a besoin encore de continuer à extraire du pétrole. Donc à court terme, c'est peut-être pas un vrai risque. En revanche, peut-être que dans 30 ans, ça devient un risque avéré. Donc, dans la démarche, vous allez voir, il faut vraiment garder toujours la vision court, moyen et long terme. Alors, j'anticipe les questions, peut-être qu'elles ne viendront pas, mais le court, moyen et long terme a été défini par les FRAG en termes de nombre d'années. Donc, alors, de mémoire, c'est 1 à 2 ans pour le court terme, 2 à 5 pour le moyen terme, et peut-être que j'ai une erreur, je reprendrai mes notes pour être sûre de vous dire les bonnes années. En tout cas, donc l'EFRAG a défini ça en termes de nombre d'années, mais elle laisse la possibilité à chaque entreprise de dire, bon, bah, dans mon cas, peut-être par exemple dans le secteur de la construction, le long terme, c'est plutôt du plus de 50 ans. Donc chaque entreprise a quand même la liberté de pouvoir l'ajuster. Et point numéro 3, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'analyse de double matérialité que vous allez mener et les analyses de risque que vous aviez menées dans le passé dans votre entreprise. Attention, ça c'est super important au moment de l'audit. L'auditeur peut vous demander de voir des analyses de risque et il faut que vous ayez le même niveau. Donc par exemple, si vous aviez défini des échelles
de notation pour vos analyses de risque dans le passé, il faut bien que vous repreniez la même typologie d'échelle. Et si vous aviez des analyses de risque qui étaient documentées avec, je ne sais pas, des centaines de pages qui documentaient l'analyse de risque, attention, il faut que vous mettiez le même niveau d'effort à minima. C'est ce que les FRAG a demandé, c'est à minima le même niveau d'impact, d'ampleur de l'analyse que ce que vous faisiez par le passé. Donc voilà, on vous a rassemblé ici sur cette page un petit peu des grandes indications. Alors les FRAG a publié un document qui s'appelle le guide méthodologique de l'analyse de double matérialité. Je vérifierai tout à l'heure, mais je suis sûre qu'on vous l'a mis dans les références et il est très bien fait. Donc, le résultat de l'analyse de double matérialité, je vous l'avais montré hier, c'est une matrice. On représente d'un côté la matérialité financière, de l'autre côté la matérialité d'impact. Et donc, tout ce qui est dans la zone grise, c'est ce qui est matériel ici, doublement matériel dans ce carré et financièrement matériel ici. Donc, voilà la représentation qui est souvent utilisée. Quel est le processus qu'on suit pour réussir à faire cette analyse de double matérialité? C'est très simple, c'est 6 étapes. Et alors ces 6 étapes que je vous présente là à l'écran, vous pouvez les prendre, elles ont été validées par les FRAG. Voilà, c'est le processus de double matérialité. Donc les grandes étapes, je vous les passe les unes après les autres. La toute première étape, c'est de fixer le contexte de l'analyse. Vous allez décrire quel est le business model de votre entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle gagne de l'argent. Potentiellement, vous pouvez avoir des business models, soit un business model unique, soit évidemment en fonction des différentes business units, des business models qui peuvent être variables. Donc, vous décrivez ce business model. En général, si vous étiez soumis à la DPEF, ça c'est une étape que vous avez déjà faite dans le passé. Ensuite, vous allez décrire votre chaîne de valeur parce que pour pouvoir intégrer toute votre chaîne de valeur dans votre analyse, il faut la connaître. Et donc pareil, hein, moi je pense que la majorité des entreprises ont certainement déjà réalisé ce travail, mais il faut le formaliser. Et donc, vous allez décrire qui sont vos fournisseurs, qui sont les fournisseurs de vos fournisseurs, et en fait, vous allez expliquer vraiment toute la chaîne de valeur, qu'est-ce qui est internalisé comme élément dans votre entreprise. Et ensuite, il ne faut pas oublier la chaîne de valeur aval, c'est-à-dire si vous produisez un produit, il faut que vous alliez décrire vraiment jusqu'à la destruction du produit et son utilisation. Ensuite, le point numéro 3, vous allez devoir reprendre et décrire quel est ce qu'on appelle le contexte de durabilité, c'est-à-dire en général, les entreprises ne partent pas de zéro, elles ont déjà travaillé sur des enjeux RSE et donc elles ont peut-être déjà des politiques qui sont en place, elles ont peut-être déjà une stratégie, peut-être qu'elles ont une stratégie par exemple bas carbone qui est déjà décrite, donc il faut vraiment reprendre tous ces éléments et repartir, ne pas repartir de zéro. Et le point numéro 4, c'est définir quelle est la granularité de l'analyse. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, c'est est-ce que vous allez faire une seule analyse de double matérialité pour toute votre entreprise ou alors est-ce que vous allez en faire plusieurs? Comment est-ce que vous déterminez ça? Si vous avez une entreprise qui, dans toutes ces entités juridiques, donc si c'est un groupe, hein, si vous avez une entreprise qui fait à peu près la même activité, donc c'est pour ça que c'est important de se poser la question du business model, si c'est la même activité avec les mêmes enjeux RSE dans tout le groupe, dans ce cas, vous ne ferez qu'une seule analyse de double matérialité au niveau corporate. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. Une entreprise qui produit du café. Donc c'est vraiment, on est dans la production agricole. Et il se trouve que cette entreprise, elle a une filiale qui, mettons, distribue des machines à café. Et donc les fameuses machines qu'on voit dans les entreprises. Là, pour le coup, vous allez avoir une entreprise qui va avoir des enjeux assez spécifiques liés à la production agricole d'un côté et des enjeux qui sont vraiment purement liés à de la logistique, la distribution dans la filiale qui fait de la distribution de machines. Et donc, dans ces cas-là, cette entreprise peut choisir de faire deux analyses de double matérialité, une pour la partie production agricole et l'autre pour la partie distribution. Et donc ensuite, il va falloir consolider les deux analyses. Donc le niveau de granularité de l'analyse, donc typiquement si vous avez des gros consortiums, des grands groupes qui ont des business units avec des activités très différentes, ils feront sûrement une analyse par business unit.
Ensuite, l'étape numéro 2, c'est passer en revue ce qu'on appelle les sujets d'impact. Donc, ça tombe bien, vous qui avez tous lu la norme ESRS numéro 1, vous êtes certainement tombés en admiration devant l'annexe AR16. Je vous enverrai tout ça, mais AR16, vous pouvez y aller dans votre document, c'est l'annexe dans laquelle l'EFRAG a listé les sujets d'impact. Il y en a 99 en tout dans le SRS. Et l'EFRAG vous dit, vous avez le droit d'étudier des sujets qui sont spécifiques. Donc, vous pouvez rajouter des sujets à la liste. Donc, dans ces sujets, on va retrouver, vous vous souvenez, hier, je vous montrais les topics, subtopics et sub-subtopics. Donc, c'est ça, les sujets d'impact. J'aurais dû les appeler les topics. Donc, vous allez passer en revue la liste de l'EFRAG et en fait, sur chacun de ces sujets, vous allez dire est-ce que oui ou non mon entreprise est concernée. Donc, est-ce que mon entreprise va avoir un impact sur ce sujet? Donc, par exemple, la pollution de l'eau, ça c'est un des sujets. Est-ce que mon entreprise a un impact sur la pollution de l'eau? Oui ou non? Si oui, ça veut dire que je crée un impact. Est-ce que la pollution de l'eau peut avoir un impact sur mon entreprise? Par exemple, m'empêcher de produire des produits alimentaires, par exemple. Donc, si c'est non, pas de problème. Si c'est oui, ça veut dire que ça représente un risque ou alors potentiellement une opportunité. Donc, il va falloir, l'étape numéro 2, c'est on passe en revue tous les sujets et on se pose la question à chaque fois, est-ce que je vais avoir un impact ou pas? Ou alors, est-ce qu'il va y avoir un risque ou une opportunité associée? Donc, vous voyez, quand on a fini l'étape 2, on a la fameuse liste des zéros. Impact, risque, opportunité. Point numéro 3, je vous disais tout à l'heure qu'il faut engager toute sa chaîne de valeur. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous allez faire le tour de toutes les parties prenantes qui font partie de votre chaîne de valeur. Donc, vous voyez, en étape numéro 1, vous avez décrit votre chaîne de valeur. En étape numéro 3, vous allez sélectionner des parties prenantes. Pourquoi une sélection? Tout simplement parce que vous ne pouvez quand même pas inclure tout le monde dans votre analyse. Je crois que je vous le disais, j'ai un client qui a 6000 fournisseurs. Il ne va pas pouvoir interroger les 6000 fournisseurs sur son analyse. Donc, on fait une loi de Pareto et on va vraiment sélectionner les fournisseurs qui sont le plus représentatifs ou alors qui représentent le plus gros volume d'achat. Et ensuite, les parties prenantes, on va les hiérarchiser. Vous le verrez, alors je pense que ce sera plus clair dans le logiciel demain, mais par exemple, si vous avez un fournisseur qui est dans votre chaîne de valeur, il va avoir un certain poids dans l'analyse, mais peut-être que par exemple, vous allez vouloir dans les parties prenantes faire appel à un expert de votre secteur ou un expert RSE, un scientifique qui a publié de grandes analyses sur le sujet. Peut-être que cet expert, vous allez vouloir le mettre un peu plus haut dans la hiérarchie, dans votre analyse. Voilà, lui donner un peu plus de poids. Et vous allez, pour chacune des parties prenantes, définir un peu leur rôle. Dans quel moment de l'analyse vous voulez les faire intervenir? Est-ce qu'ils vont vous aider sur l'analyse de matérialité d'impact ou alors est-ce qu'ils vont vous aider sur l'analyse de matérialité financière? Potentiellement, est-ce qu'ils vont vous aider sur l'analyse de sujets liés à la pollution ou alors est-ce qu'ils vont vous aider sur des analyses de sujets liés aux enjeux sociaux? Donc voilà, il va falloir faire un petit tri dans les parties prenantes et attribuer à chacun un rôle dans l'analyse. Point numéro 4, on passe sur l'enquête de matérialité. Ça s'appelle enquête parce qu'en fait, la façon dont ça va fonctionner, c'est qu'une fois que vous connaissez vos listes d'IRO et que vous savez qui sont les parties prenantes que vous voulez solliciter, en fait, vous allez les solliciter, ces parties prenantes. Alors, il y a 3 façons de les solliciter. Les envois de questionnaires que nous, on ne recommande pas vraiment parce que la CSRD, c'est tellement technique que parfois, malheureusement, les questionnaires vont pas être bien complétés ou alors tout simplement sont trop techniques, donc les gens ne les complètent pas. Donc nous, on recommande plutôt de faire donc, soit des focus group où vous prenez plusieurs personnes dans une salle et comme ça, vous pouvez leur expliquer la démarche et leur faire répondre à l'analyse, à la grille d'analyse, ou alors faire des interviews individuelles. Donc ça, on en fait beaucoup en ce moment, où on arrive, on explique qu'on est en train de faire une analyse de double matérialité, et on demande, donc en fait, toute cette partie d'enquête de matérialité, c'est vous allez demander aux parties prenantes, donc que ce soit des parties prenantes internes à l'entreprise ou externes, de noter les sujets d'impact. Vous allez leur faire mettre des notes sur les zéros. Grâce aux notes qui sont mises, on va pouvoir... Donc ça peut prendre un petit peu de temps, hein, parce que souvenez-vous, il y a 99 sujets d'impact.
Sur chacun des sujets d'impact, vous pouvez créer autant d'IRO que vous le souhaitez. Donc vous allez avoir une longue liste de sujets à noter et ensuite vous avez aussi potentiellement beaucoup de parties prenantes. Donc il y a tout un gros travail ici de notation. Et une fois que le travail de notation est fait, il se trouve que les FRAG a décidé de laisser une grande liberté aux entreprises sur la fixation des seuils et l'obtention des résultats. Donc en fait, vous allez prendre les résultats bruts des enquêtes, donc les notes qui ont été attribuées, et en fait, chaque entreprise peut fixer le seuil, ce qu'on appelle le seuil de matérialité. Donc le seuil de matérialité, qu'est-ce que c'est? C'est le seuil à partir duquel un enjeu va devenir matériel. Donc par exemple, si vous avez noté de 1 à 5, chaque entreprise est libre de dire que c'est au-dessus de 3,5 ou alors 3,7 ou alors 4,2 qu'un enjeu va devenir matériel. Voilà, donc ça peut paraître un peu fou de se dire qu'on a laissé les entreprises libres de fixer leur seuil, mais là, pour le coup, moi, j'ai assisté aux délibérations de l'EFRAG sur le sujet et c'était vraiment très intéressant. Ils ont décidé de laisser cette liberté justement pour éviter que la CSRD devienne une espèce de machine à faire du reporting. Et donc, ils ont dit, on va laisser une liberté pour que les entreprises mettent de l'intelligence dans leur analyse et que ensuite le reporting ait du sens. Donc voilà, je dirais qu'ils l'ont fait dans une démarche de faire confiance à la démarche intelligente des entreprises. Et donc, quand vous avez fini cette partie seuil et résultat, vous avez la fameuse matrice de double matérialité que je vous montrais en image auparavant. Et donc, vous voyez, les sujets vont venir se positionner et en fonction d'où ils sont sur la matrice, on saura s'ils sont matériels ou pas. Voilà, et on passe à la toute dernière étape, qui est de se dire, à partir du moment où je connais les enjeux qui sont matériels ou pas matériels, je vais pouvoir en déduire la liste des data points, les points de données que je vais inclure dans mon reporting. Et pour ça, on se réfère à la séance d'hier où vous aviez cette petite ligne en pointillé sur lequel on va pouvoir faire le lien entre les enjeux qui sont matériels et les data points qu'on va inclure dans notre reporting. Pour les data points que vous ne souhaitez pas inclure dans le reporting, c'est possible, mais il va falloir écrire un narratif, c'est-à-dire une explication de pourquoi c'est pas inclus. Donc, tout le processus, quand vous passez de 1 à 6, vous connaissez votre scope de reporting et surtout, vous savez que votre scope de reporting, vous n'allez pas faire du reporting sur tout et n'importe quoi. Vous allez faire du reporting sur des éléments qui représentent soit un impact de votre entreprise sur l'extérieur, soit potentiellement l'extérieur peut représenter vraiment un risque ou une opportunité pour vous. Donc moi, je vous montrerai demain comment tout ça se passe dans la plateforme, parce que le but, c'est d'avoir un process qui soit totalement traçable et auditable. Je termine avec, parce que j'ai l'œil sur le chrono, une dernière élément d'information. Sur l'étape numéro 3, les FRAG n'a mis aucune obligation en termes de nombre de parties prenantes que vous devez inclure dans votre analyse. Et pareil, ils ont décidé de faire confiance, on va dire, aux organisations. Et moi, vraiment, quand on lit les textes, on se rend compte que c'est vraiment écrit de façon, j'aime bien utiliser l'image des cercles concentriques, c'est-à-dire que peut-être que la première année, vous n'allez interroger que les parties prenantes internes de l'entreprise. Peut-être que la première année, vous n'aurez pas le temps, c'est un processus nouveau. C'est peut-être que le COMEX de l'entreprise qui va faire cette analyse de double matérialité. Et peut-être qu'en année 2, vous allez dire, bon, je prends le COMEX et je rajoute les employés internes. Et peut-être qu'en année 3, vous allez dire, je prends le COMEX et les employés internes et je rajoute mes fournisseurs principaux. Donc vous voyez, vous allez pouvoir commencer peut-être petit, mais ensuite construire progressivement. Voilà, c'est toute la philosophie de l'analyse de double matérialité. Je m'arrête ici, vous verrez dans la présentation que vous avez déjà des copies d'écran qui vous montrent un tout petit peu ces étapes, mais je ne vais pas vous les passer parce que je vous propose plutôt de faire cette présentation demain en vous montrant directement le logiciel. Un nouveau livre blanc qui a été rédigé par nos équipes. On vous les enverra parce que je crois qu'il y a eu des petits soucis de téléchargement. Et ça, c'est vraiment le guide de l'EFRAG, guide d'implémentation de la double matérialité. Ça, je vous conseille vraiment de le lire. C'est en anglais, il est un peu technique, mais là, vraiment, vous avez
tout ce que je vous ai écrit, tout ce que je vous ai décrit, qui est bien détaillé par les frags. Voilà, si vous avez des questions, allons-y. Ouais, super. Merci beaucoup, Lucille. On a effectivement pas mal de questions qui sont arrivées. Donc, il nous reste Ok. 2 minutes. Donc, on va faire comme d'habitude, en remettre une grande partie sur le WhatsApp, mais j'en ressors quelques-unes. Sur la base de votre expérience, à ce jour, avez-vous une estimation de coût de mise en place pour une entreprise cible au 1er janvier 26? Ouf. Ouais. Si on peut, c'est compliqué de communiquer sur un coût total. Euh, c'est impossible, en fait, en fonction des tailles d'entreprise. Moi, par exemple, mon logiciel, on a fixé le prix en fonction du chiffre d'affaires des entreprises parce que c'est le moyen qu'on a, nous, d'estimer le niveau de complexité. Mais si on se parle que de l'analyse de double matérialité, imaginez-vous, si vous faites une analyse de double matérialité où vous ne prenez que le COMEX de l'entreprise qui va réaliser ce travail en chambre, potentiellement, ça peut se faire très rapidement et sans support conseil, enfin, avec un support conseil assez limité. Alors que j'ai vu des chiffres d'analyse de double matérialité où ça pouvait dépasser les 100 000 euros de budget juste sur l'analyse de double matérialité quand on est en train de se parler d'un très grand groupe avec beaucoup de business units. Donc c'est très difficile. En revanche, moi, je peux, si vous m'envoyez des informations avec des informations un peu plus précises sur la taille de l'entreprise et le process qui est suivi, je peux vous aider à estimer des coûts, mais il faudra prendre des cas particuliers, quoi. Je crois que la question portait sur le coût total de mise en œuvre de la CSRD. Oui. Ah bah alors Ouais. là, c'est la même réponse. Ouais. Parce qu'en plus de ça, il y a le coût de la double matérialité qui peut être très variable déjà. Et ensuite, le coût de la mise en œuvre totale de la CSRD va dépendre de vos scopes de reporting. Donc, je n'ai jamais vu un devis global. En général, on fait un premier devis pour l'analyse de double matérialité. Et en fonction du scope de reporting, on va pouvoir faire un deuxième, on va dire, devis sur l'intégralité du rapport. Dernière question, si on retient 400 data points, a-t-on besoin de justifier la non-retenue des 834 autres? CF, séance très technique d'hier. Si l'enjeu n'était pas matériel, vous n'avez pas besoin de justifier. En revanche, si l'enjeu était matériel et que vous excluez ce disclosure requirement ou ce data point en particulier, là oui, vous devez le justifier. Super. Il est 9h30 pétante. Il nous reste quelques questions que j'ai bien pris en note, que je vais rebasculer sur le WhatsApp comme hier. Comme ça, vous pourrez tous retrouver vos Super. réponses au fur et à mesure de la journée quand Lucille trouvera un petit moment à nouveau à nous consacrer. Merci Je pense beaucoup. que je ferai une session de réponse aux questions demain matin à 9 heures là, quand on se connecte. Et ensuite, je vous montre dans le logiciel et je vous assure un truc, c'est quand vous le verrez dans le logiciel, ça vous aidera vraiment à très bien comprendre comment ça se fait. Génial. Eh bien, écoute, on a hâte d'être à demain et de voir enfin comment on peut mettre ça en œuvre de façon très opérationnelle, hein, très Merci. terrain. Un grand merci à tous pour votre présence. Vous passez une excellente journée. Continuez à potasser ces belles lectures qui sont conseillées par Lucille. Et puis, on se retrouve demain pour la partie pratique. Très bonne À demain. journée.